Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour les webinaires de French Morning comme tous les mardis midi, côte est des États-Unis, 18 h en France. Alors, French Morning, c'est le média pour les expatriés francophones aux États-Unis, mais aussi maintenant au UK, au Canada, depuis 17 ans et très prochainement un petit peu partout. Continuez à suivre nos actus, on se développe de plus en plus. On est en direct sur Zoom et sur LinkedIn. Donc tout ça, ce sera bien sûr disponible en replay. Je vois que vous êtes toujours plus nombreux à regarder les replays sur YouTube. Donc une grande majorité oublie de s'abonner à la chaîne. Donc n'hésitez surtout pas à cliquer sur abonner à la chaîne YouTube. C'est totalement gratuit. On va voir aujourd'hui les implications fiscales lors de l'acquisition de RSU et stock options aux États-Unis. On va aussi parler des conséquences liées à la mobilité depuis les États-Unis vers la France, les conséquences fiscales tenant à la détention ou à la cession en France au regard des récentes évolutions. Et on va voir aussi les obligations déclaratives aux États-Unis et en France tout au long de la détention. Et je crois qu'on parlera un petit peu aussi de succession très brièvement à la fin. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Jean-Philippe Seurat, comptable et CPA associé du cabinet d'experts comptables MSGL. Et on a Briac Duo, avocat au barreau de Paris. Il accompagne ses clients pour tous les projets de vie ayant des applications fiscales françaises lors du départ ou du retour en France, et surtout lorsqu'ils vivent ou investissent depuis l'étranger. Donc, vous le savez, l'idée, on va partager notre écran. Donc, si vous êtes sur un ordi, je pense que Jean-Philippe, d'ailleurs, tu peux en profiter pour mettre le Ouais, partage d'écran. je démarre. C'est mieux d'être sur un ordinateur pour pouvoir voir les slides en plein écran. On a beaucoup de chance. Jean-Philippe et Briac ont pris le temps de faire un Calendly commun, donc un agenda digital. Vous pouvez le scanner directement. Donc, vous voyez un QR code qui s'affiche en bas à droite. Vous pouvez le scanner avec votre téléphone. J'ai fait le test. Et donc, ça vous donne la possibilité d'avoir un rendez-vous avec deux experts en une seule session. Je pense que c'est très, très rare. Donc, profitez-en. Euh, j'ai regardé, la prochaine dispo est à partir du 9 mai pour avoir rendez-vous avec Jean-Philippe et Briac. Allez, moi je reviendrai à la toute fin du webinaire pour poser toutes vos questions. Donc que vous soyez sur Zoom ou sur LinkedIn, posez vos questions. Je les poserai à la fin à nos experts. Jean-Philippe, la parole est à toi. Merci Romain, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous avons décidé avec Briac de parler d'un sujet qui n'est pas souvent abordé et qui est assez technique, donc qui lève pas mal d'incompréhension et de questions auprès de nos clients communs. Donc le sujet, les stock options aux USA et retour en France, comment est-ce qu'on gère tout ça? Nous allons attaquer tout de suite, rentrer dans le vif du sujet. Nous allons vous parler au début des régimes d'actionnariat salarié aux États-Unis, en France, du statut d'impatrié. C'est Briac qui va prendre la parole pour nous exposer de quoi il s'agit, comment est-ce qu'il fonctionne. C'est aussi un élément qui est souvent, parfois omis et souvent mal compris. Et puis, nous vous parlerons de la fiscalité attachée à la vente de vos stocks une fois que vous êtes rentré en France, des obligations déclaratives tant aux États-Unis qu'en France, et nous partirons sur quelques autres petits points d'attention, notamment les donations, les successions et l'exit tax française. Donc, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. On a essayé comme le sujet est quand même assez complexe, nous avons essayé de le simplifier au maximum. Si jamais vous avez des questions, nous aurons une session de questions-réponses à la fin du webinaire. Et puis, comme l'a dit Romain, vous pourrez aussi prendre rendez-vous directement avec nous via le QR code qui s'affiche en bas à droite de chaque slide. Donc, aux États-Unis, il n'est pas rare de recevoir en complément de rémunération des stock options. Les stock options, on va avoir principalement trois types. Les ISO, Incentive Stock Options, qui vont être réservés au management de la société et qui ne vont pouvoir vester qu'à une certaine hauteur par année. Et puis les NSO, donc Non-Qualified Stock Options et RSU. Là, ce sont des stocks classiques.
faut savoir que dans la vie d'une stock option, il y a 4 étapes. Il y a le grant, donc c'est le moment où on vous dit, vous aurez un droit futur d'exercice de l'action, donc le moment où elle va rentrer dans votre patrimoine. OK, donc la première étape, c'est le grant. On vous dit, vous aurez un droit. Après, on a le vesting. C'est une période pendant laquelle, eh bien, en fait, vous travaillez pour l'entreprise et à la fin de cette période, vous aurez le droit d'exercer. D'accord? Donc, l'exercice, là, l'action rentre dans votre patrimoine, vous en êtes pleinement propriétaire. Et suite à ça, la dernière étape de la vie de cette action, c'est la vente. Vous allez potentiellement la vendre à un tiers. Évidemment, chaque type de stock option va avoir son propre lot de considérations fiscales. On va commencer par les ISO, ce sont les plus rares, mais elles existent. Donc les ISO, Incentive Stock Option, comme je le disais, réservées au management, elles, au moment de l'exercice, il n'y a pas d'impôt à payer. D'accord? Donc il ne se passe rien, sauf potentiellement de l'alternative minimum tax. L'alternative minimum tax, c'est un impôt minimum qui a été mis en place par l'IRS sous Obama pour les personnes qui ne paieraient pas assez d'impôts. Alors qu'elles ont des revenus importants, je vous passe les détails du calcul parce que là, je pense que je perds tout le monde et tout le monde s'endort. Donc, il ne se passe rien à l'exercice. Et si certaines conditions de délai de détention sont respectées, on va y venir plus tard. À ce moment-là, on va être taxé sur du capital gain, donc de la plus-value, calculée sur valeur prix de vente moins valeur de l'action à la date d'exercice. Valeur de l'action, enfin prix payé, pardon, à la date d'exercice. La différence avec les RSU, les NSO, c'est que au jour de l'exercice, pour ces actions-là, ok, le jour de l'exercice, donc quand les actions rentrent dans votre patrimoine, on va considérer un complément de salaire, donc un salaire, d'accord, sur la valeur de marché de l'action à la date d'exercice, moins le prix payé pour ces actions, qui est normalement inférieur et à la valeur de marché à la date d'exercice. Si vous ne payez pas, que ce sont des actions gratuites, eh bien la totalité va être considérée comme du salaire. Que se passe-t-il? L'employeur, comme c'est du salaire, va avoir l'obligation de l'intégrer dans votre W2, va faire des retenues à la source sur ce salaire, puisqu'il a l'obligation de faire des retenues à la source. Et pour ça, souvent, on va vous proposer de vendre des actions. Donc, l'employeur va racheter lui-même des actions pour avoir le cash pour payer les retenues à la source ou de faire un chèque équivalent au montant de la retenue à la source. Le chèque est un peu plus, le chèque ou le virement est un peu plus rare, mais ça arrive. Pour ceux, ça arrive aussi, qui sont independent contractors pour une société et qui, en guise de rémunération, vont recevoir des stock options. À ce moment-là, type NSO RSU, elles vont être intégrées dans un formulaire 1099 puisque c'est une rémunération et vous allez payer des impôts là-dessus. Pour les ISO, on a un formulaire qu'il faut absolument garder qui s'appelle le 3921 qui va déterminer le prix, qui va vous donner, pardon, le prix payé pour les actions et la valeur de marché des actions à la date à laquelle vous les exercez, ce qui va permettre de calculer une potentielle AMT. Briac, je te laisse la parole pour la partie française. Merci beaucoup Jean-Philippe, bonjour à tous. Donc globalement du côté français, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un parallèle qui est fait, étant donné que les régimes d'actionnariat salarié sont arrivés en France sous l'influence des États-Unis. Donc effectivement, on retrouve à peu près les mêmes régimes et les mêmes fonctionnements, à savoir des stock options, des actions gratuites qui sont identifiables au RSU. Il y a des régimes un peu différents avec les BSPCE et les BSA. On va essayer de se concentrer plutôt sur les deux premières catégories parce que c'est finalement les plus comparables et c'est celles qui sont les plus fréquentes également, notamment aux États-Unis. Donc, finalement, là, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que après un retour en France, il arrive finalement que le dirigeant ou le salarié continue à percevoir finalement de l'actionnariat salarié. C'est donc finalement dans ces conditions-là que l'on va essayer de comprendre le régime tel qu'il est vu en France. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que stock option et actions gratuites, comme aux États-Unis, ils ont chacun leur propre régime fiscal, enfin, leur propre régime juridique et leurs conséquences fiscales qui leur sont propres. La vraie spécificité par rapport aux États-Unis, c'est la notion de plan qualifié.
Donc, la différence entre un plan qualifié et un plan non qualifié, c'est le respect des dispositions donc, du Code de commerce français. C'est des dispositions qui visent les modes d'attribution des stocks ou des RSU, les modes d'exercice, les prix, les quantités. Globalement, ce qu'il faut comprendre en France, c'est que tout est à peu près légiféré et donc il faut absolument respecter ces conditions-là pour bénéficier des régimes de faveur qui sont prévus pour les plans qualifiés. La première distinction, finalement, elle se fait sur le fait générateur d'imposition. Ce qu'il faut bien comprendre lorsque l'on est dans un plan qualifié, c'est-à-dire, par exemple, soit un plan américain qui respecte, ça peut arriver, c'est rare, mais bon, les codes, enfin, les dispositions du code de commerce, soit un sous-plan français qui a fait en sorte d'adapter le plan américain aux dispositions du code de commerce. Dans ce cas-là, on sera dans un plan qualifié et effectivement, le fait générateur sera à la date de cession des titres et donc, ça ne sera qu'à ce moment-là que l'on payera finalement l'impôt. On calculera des gains d'acquisition et des gains de cession, comme aux États-Unis. Du côté des plans non qualifiés, il y aura un fait générateur dès l'année d'acquisition et il y aura également un nouveau fait générateur au jour de la cession. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs obligations déclaratives à ce moment-là. Sur les modalités d'imposition des gains d'acquisition, parce qu'on en est à ce niveau-là, le régime est différent selon qu'on est dans des stocks ou des actions gratuites. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tous les cas, les stocks et les actions gratuites, lorsque l'on parle d'un gain d'acquisition, sera identifié comme des traitements et salaires en France, qui seront donc soumis au barème de l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales, ou, comme vous pouvez le voir sur la slide, pour les actions gratuites dont la quote-part est inférieure, enfin dont la plus-value imposable est inférieure à 300 000 euros, on appliquera prioritairement des prélèvements sociaux, puis au-delà des 300 000 euros, les cotisations sociales. Les taux sont indiqués. La petite précision finalement qui est importante lorsqu'on arrive en France, c'est que dès lors que l'on reste affilié à un régime de sécurité sociale aux États-Unis et que l'on ne préfère pas s'affilier en France, les cotisations sociales, donc dans les hypothèses 1 et 3 de la slide, ne seront pas dues. Donc, c'est effectivement un choix qui est important à faire. Tout dépend lors de votre tour du choix qui est fait, à savoir est-ce que l'on s'affilie en France et on recherche du coup les privilèges du régime de sécurité sociale ou est-ce qu'on préfère rester affilié au régime pour lesquels on a cotisé durant l'activité d'exercice. Il y aura également des obligations de report à la date des faits générateurs. Il y aura un gain d'acquisition, un gain de cession à déclarer. Il y aura également un rabais excédentaire en France qui sera déclaré l'année d'acquisition, mais on va pas trop rentrer dedans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça correspond à des différences entre le prix d'acquisition et la valeur réelle du titre. Mais globalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est la différence plan qualifié, plan non qualifié, et bien comprendre quand est-ce que l'on est imposé en France. Donc finalement, ça nous amène au sujet principal de cette présentation qui sera sur la slide suivante. Ça va être l'impatriation en France. Globalement, les clients que l'on accompagne très régulièrement, ce sont des personnes qui sont résidents des États-Unis, qui perçoivent de l'actionnariat salarié selon les plans qui ont été évoqués par Jean-Philippe, et à un moment de leur vie, ils préfèrent rentrer en France. Ça arrive dans plusieurs hypothèses. On peut imaginer une hypothèse dans laquelle ils vont poursuivre une activité en France, soit avec le même employeur, soit avec un nouvel employeur, mais il y aura également des hypothèses où ils partent à la retraite finalement en France. Donc, on va s'intéresser aux hypothèses où il y a une poursuite d'activité en France et on pourra dans ce cas-là envisager ce qu'on appelle le régime d'impatriation, qui est un régime qui est soumis à de nombreuses conditions avec des effets qui sont très favorables. L'idée étant pour la France d'attirer ce qu'on appellera des investisseurs ou des salariés. Finalement, c'est la recherche de nouveaux contribuables et c'est un moyen en quelque sorte de les encourager à rentrer dans leur pays d'origine. Les conditions, elles sont énumérées donc, dans ce premier point. Globalement, il faut être naturellement salarié ou dirigeant. Il fallait être non résident avant l'impatriation. Il faut finalement se concentrer sur la condition principale qui est l'appel depuis la France, c'est-à-dire que c'est un régime qui est destiné à des non-résidents qui sont appelés depuis une entité, donc une société française, que ce soit la filiale de votre entreprise aux États-Unis ou que ce soit finalement une nouvelle entreprise en France, ça sera possible, mais il faut bien que l'entreprise qui vous appelle et qui va vous embaucher avec un nouveau contrat soit établie en France. Il faut donc que vous soyez également non résident
mais au titre des 5 années antérieures à la date d'impatriation, et que vous domiciliez à compter de l'arrivée en France votre résidence au sens des articles du 4B. Alors l'objet n'est pas là d'identifier les conditions de résidence, mais il faut être très attentif parce que le 4B du Code général des impôts prévoit une définition assez stricte finalement de la résidence fiscale. Il faut savoir qu'il y a une réforme récente qui maintenant permet de primer la définition des conventions fiscales sur le droit interne français. Donc, dans cet état, il faudra avoir une double analyse côté US et côté français pour s'assurer que la domiciliation au sens de la convention est bien en France et non aux États-Unis. Les effets de l'impatriation, ils sont multiples. Le principal, il est sur l'impôt sur le revenu. On aura ce qu'on appelle une exonération du supplément de rémunération. Donc, ça sera tout ce qui concernera ce qu'on appelle la prime d'impatriation, qui fait l'objet de calculs très spécifiques. Il y aura également un abattement à 50% des gains, que ce soit des dividendes ou des intérêts qui sont réalisés sur les revenus, donc enfin sur les valeurs mobilières étrangères, mais également sur les plus-values qui sont également réalisées sur les valeurs mobilières étrangères. Il y aura ensuite un autre effet qui concerne cette fois-ci l'impôt sur la fortune immobilière. C'est pas un effet qui est propre au régime d'impatriation, mais qui concerne finalement tous les nouveaux arrivants de France. Mais il est toujours intéressant de le rappeler. C'est un effet qui permet donc aux nouveaux résidents de France d'être exonérés de déclaration au sens de l'IFI des biens qui sont situés à l'étranger pendant une durée de 5 ans. Donc ça permet de réduire considérablement la base imposable naturellement à l'IFI et ça concernera principalement des personnes qui souhaitent conserver leurs biens immobiliers à l'étranger alors même qu'ils rentrent en France. Et enfin, il y a un dernier effet qui concerne les cotisations sociales. Alors celui-ci, il est un peu plus particulier, il est un peu moins courant, mais l'intérêt du webinaire, c'est aussi d'attirer votre attention sur des points finalement plus particuliers. C'est globalement une demande qui peut être faite par l'entreprise qui accueille le salarié ou par le salarié. L'idée, c'est de rester, encore une fois, affilié au régime de sécurité sociale étranger. Ça impliquera naturellement de cotiser pour un montant minimum de 20 000 euros dans un fonds de pension à l'étranger, mais ça permettra d'être exonéré de certaines cotisations sociales en France, ce qui aura un impact assez important. Et ça nous amène forcément sur les points d'attention, parce que ce soit au niveau des cotisations sociales ou que ce soit au niveau du supplément de rémunération qui est exonéré, il y a des conséquences qui sont propres également pour l'employeur. Donc là où c'est très intéressant, et nous, c'est également le rôle que l'on a avec beaucoup de nos clients, c'est au niveau de la négociation du package dont va bénéficier le salarié. L'idée étant de pouvoir leur permettre finalement d'augmenter les rémunérations tout en démontrant à l'employeur que pour des raisons X ou Y, notamment du fait d'une exonération sur, par exemple, la taxe sur les salaires, d'une exonération de certaines cotisations sociales, finalement, le coût du salarié sera inférieur à ce qui avait été anticipé. Et donc, on va venir comme ça négocier soit à la hausse le salaire, soit on va négocier des nouveaux avantages sociaux. Donc, l'idée étant vraiment d'avoir une discussion proactive avec l'employeur avant l'arrivée en France et qui permettra finalement aux nouveaux salariés français d'avoir un package, on va dire, bien anticipé, bien prévu, notamment au niveau de la prime d'impatriation, parce que pour beaucoup, finalement, on prévoit un montant en euros, mais à partir du moment où votre rémunération augmente au fil des années, cette prime ne changera pas et donc l'exonération sera un peu perdue pour le supplément. Donc voilà, ce qui est important à retenir, c'est que il y a des effets au niveau de l'employeur et du salarié. Il faut avoir tout en tête et avoir une négociation finalement avec l'employeur pour que tout le monde soit gagnant et que on respecte naturellement les règles propres au régime d'impatrié. Il y a également forcément des obligations déclaratives qui sont très importantes et qui sont à faire chaque année. Donc sur ça, effectivement, il faudra toujours être accompagné parce que c'est des mentions express qui sont à déposer, c'est des choix au sens de la prime d'impatriation sur les revenus de faveur. Et si on revient un peu sur le sujet qui concerne ce webinaire avec l'actionnaire salarié, ce qui est important à garder en tête, c'est que tout ce qui est stock option, RSU ne sont pas compris dans la prime d'impatriation au sens de l'exonération du supplément de rémunération. Par contre, dès lors que vous avez obtenu des gains, notamment des gains de cession au sens des stock options ou de des RSU, vous pourrez bénéficier des abattements de 50%.
euh, au jour de la cession. Donc, effectivement, ce que vous avez gagné avant d'arriver en France fera également l'objet d'un traitement en faveur. Et c'est là tout l'intérêt finalement du régime des impatriés. Ce qui nous emmène du coup à la situation, à la slide suivante qui va être évoquée également par Jean-Philippe. Exactement, merci Briac. Donc nous avons voulu quand même vous donner des exemples un peu concrets sous la forme de deux hypothèses, puisque ce sont les cas de figure que nous pouvons rencontrer. Vous avez la première hypothèse, vous avez fait l'acquisition d'actions avant votre arrivée en France. Donc si on reprend la chronologie que j'expliquais tout à l'heure, vous avez votre grant, votre vesting, votre exercice, et puis la vente des actions. Dans la première hypothèse, vous avez eu votre période de vesting qui était aux États-Unis. Vous avez exercé vos actions alors que vous étiez aux États-Unis. Eh bien, sachant que c'est du salaire, un revenu de travail, vous aurez été imposé aux États-Unis. Il faut savoir quand même qu'en fiscalité, il y a un point qui est excessivement important, qui va être la source du revenu. Alors souvent, on va considérer que la source du revenu, et c'est assez logique dans la façon de penser, que la source du revenu va être le pays dans lequel est situé l'employeur. Eh bien, en fait, non, la source du revenu va être le pays dans lequel vous effectuez le travail. Donc, dans notre premier cas de figure, on a un travail qui est fait aux États-Unis, donc il doit être fiscalisé aux États-Unis. Maintenant, si on retourne en France une fois après avoir exercé les actions, Briac, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'on a une imposition complémentaire? Alors effectivement, ici on sera dans un cas où justement la période d'acquisition aux États-Unis a conduit ensuite un retour en France. On peut imaginer une hypothèse dans laquelle on a conservé le même employeur, de sorte que pour aller vraiment à l'extrême, on a encore une fois une acquisition post-retour en France de stock ou de RSU américain. Et dans ce cas-là, effectivement, étant donné que la période d'acquisition des nouveaux RSU ou stock options correspondent à une activité salariée en France, on aura donc cette nouvelle période qui est donc celle de l'hypothèse 2 avec une période d'acquisition aux États-Unis avant retour et une période d'acquisition en France post-retour. Donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est les principes conventionnels qui s'appliquent et donc, dans la mesure où l'activité salariée qui sert de référence et a été en partie en France, la France aura le droit d'imposer le gain d'acquisition qui sera uniquement propre à cette seconde période. Et Donc les l'idée après États-Unis étant de imposeront pouvoir, la partie américaine. Et exactement, maintenant, l'idée étant de pouvoir de voir les doubles impositions et d'éliminer finalement tout ça. donc Briac, si je comprends bien, si j'ai eu une période d'acquisition qui était aux États-Unis, donc un travail qui a été fait aux États-Unis, que je n'ai pas exercé les actions, mais qu'elles ont bien resté, que je les exerce alors que je suis en France. Côté français, comment est-ce que ça va se matérialiser? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, en principe, étant donné que ces fameuses stock options ont été acquis aux États-Unis et que ce sont des plans américains, donc qui ne respectent pas les conditions du code de commerce, la France aurait tendance à considérer qu'on est sur des plans non qualifiés. Maintenant, donc en principe, on aurait une imposition en France. Maintenant, lorsque l'on regarde finalement la nature même de ces stock options, on vient analyser la période de référence qui est donc aux États-Unis. Il y a donc normalement un fait générateur en France, mais qui ne donne pas lieu à taxation pour cette quote-part américaine, étant donné que la France n'a pas la compétence d'imposer des gains d'acquisition qui sont afférents à du salaire pour des activités salariées réalisées aux États-Unis. Ok, merci. J'espère que c'est clair pour tout le monde parce que le sujet n'est encore une fois pas évident. Donc, si je résume, on a période d'acquisition américaine, exercice aux États-Unis. À ce moment-là, on rentre en France. Bon, mais la France n'a rien à y voir finalement sur ses revenus de travail. Après, on va voir pour la cession des titres. Hein, c'est encore une autre fiscalité qui va s'appliquer. Euh, on a un autre cas de figure, période d'acquisition à cheval sur la France et les États-Unis. Là, on aura taxation en France pour la partie française, taxation aux États-Unis pour la partie américaine et pour ceux qui nous écoutent, qui sont aussi US personnes, donc américains, américaines ou green card, il ne faut pas oublier que la partie qui est donc taxée en France devra tout de même être déclarée aux États-Unis
Et dû à la convention fiscale, on va demander un crédit d'impôt équivalent aux impôts français qui ont été payés pour ne pas que vous soyez imposé deux fois. Et finalement, dernier cas de figure, si on a une période d'acquisition qui est aux États-Unis, mais un exercice qui est fait en France, côté français, si j'ai bien compris, on n'aura pas a priori de taxation. C'est ça? C'est bien ça. Super, super. Et donc maintenant, nous avons ces titres, nous savons comment ils vont être traités fiscalement. Que se passe-t-il si nous les vendons en étant résidents fiscaux français? Alors, le webinaire prend tout un sens d'actualité, étant donné que le régime français, en tout cas, est en constante évolution. Il y avait eu des décisions qui avaient été prises en 2021 qui avaient déjà apporté des nouveaux éclaircissements sur le régime fiscal français de la cession des titres. Ça a été finalement inséré dans la loi par cette nouvelle loi de finances pour 2025 qui est entrée en vigueur en février 2025. Donc, à l'origine, ce qu'on a tendance à penser, et c'est assez juste, on cède des titres qui ont certes fait l'objet d'un stock option ou d'un action, enfin, ou d'action gratuite. On vient les céder, on vient calculer ce qu'on appelle une plus-value mobilière. On est normalement donc, dans les gains en capital. C'est un prélèvement forfaitaire unique qui vient s'appliquer. C'est le fameux 30%, c'est ce qu'on appelle la flat tax en France. Alors maintenant, effectivement, la France a vite compris que ça pouvait amener à certains abus, étant donné que certains salariés ou en tout cas hauts dirigeants pouvaient percevoir une partie de leur rémunération salariée par cet intermédiaire-là. Ils sont donc venus poser des nouvelles règles qui concernent notamment les gains de cession qui ont été acquis en contrepartie des fonctions de salariés ou de dirigeants. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que c'est un régime qui est tout nouveau. On n'a pas encore aujourd'hui de doctrine administrative, on n'a aucun commentaire, de sorte que à ce stade-là, on est énormément dans l'expectative. On suppose, on sait à peu près comment on va le traiter, mais encore une fois, l'administration fiscale nous habitue à apporter finalement des surprises. Donc, aujourd'hui, on accompagne nos clients d'une certaine manière en espérant que ça soit toujours la bonne situation dans quelques mois. Donc, ce qui est important dès lors qu'on cède des titres actuellement en France qui ont fait l'objet d'un accident salarié, c'est de se situer au jour J et d'appliquer finalement les règles telles qu'elles sont et telles qu'on les comprend. Donc, pour être, on va dire, assez bref, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à partir du moment où vous avez acquis des stock options euh, du fait finalement de votre activité salariée. Alors, il ne faut pas confondre cette acquisition réellement en fonction de votre activité salariée ou du seul fait que vous étiez salarié. La différence, elle est très nuancée. L'idée, c'est est-ce qu'on vient rémunérer vos services ou est-ce qu'on rémunère tous les salariés de l'entreprise? Donc, dès lors qu'on est dans cette seconde option, on sera donc sur des gains qui n'ont pas été acquis en contrepartie de fonctions de salariés, donc on sera sur des plus-values immobilières avec ce fameux prêt en forfaitaire unique. Dès lors qu'on peut identifier cette contrepartie de fonctions de salariés, il y a un double régime qui commence à s'appliquer à partir de 2025. Il y a une partie qui sera traitée comme des plus-values immobilières et l'autre partie qui sera traitée comme des traitements et salaires. Jean-Philippe pourra vous expliquer par la suite que ça engendre des conséquences désastreuses au niveau américain. Mais donc au niveau français, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la première partie qui correspondra à de la plus-value immobilière, elle est sous condition, c'est-à-dire qu'il faut que les titres aient été acquis avec un risque de perte en capital. Et il faut également, si c'est un plan qui est dit non qualifié, que les titres aient été détenus plus de 2 ans. C'est les deux conditions et il y aura un plafond économique qui sera déterminé pour savoir, enfin, en tout cas pour déterminer la quote-part de plus-value, enfin de gain qui sera imposée en tant que plus-value. Je vous évite le calcul du plafond parce que là encore, on est sur un, un calcul qui relève d'une science inconnue. Mais globalement, c'est un plafond qui est proportionnel à la prise de valeur de l'entreprise durant la détention des titres. Une fois qu'on dépasse ce plafond ou qu'on ne respecte pas les conditions qui ont été évoquées, mais que l'on a quand même acquis ce gain en contrepartie de fonction de salarié, on rentre donc dans la catégorie des traitements et salaires. Et là, on se retrouve donc encore une fois avec le régime que l'on a pu évoquer avant.
Cette fois-ci, il n'y aura pas de cotisation sociale. Il y a donc effectivement un gain qui est soumis au barème de l'impôt sur le revenu. Donc, pour mémoire, en France, le barème, il s'étend donc de 0 à 45%, hors CEHR, CDHR. Et il y aura ce qu'on appelle une contribution salariale spécifique. Cette contribution salariale spécifique, elle s'applique aux salariés et elle est d'un montant de 10%. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on ajoute le taux marginal d'imposition de l'impôt sur le revenu, donc 45%, la CEHR qui est actuellement au maximum à 4% et la contribution salariale spécifique, on se retrouve avec des gains qui seraient appliqués, qui seraient imposés en France à des taux proches des 59%. Donc, c'est un taux très dissuasif. Ce qu'il faut dire, c'est que en 2025, parce que ça ne suffisait pas, il y a également une contribution différentielle sur les revenus qui a été appliquée, qui vise à garantir un impôt minimum pour tous les salariés, enfin pour tous les contribuables français. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de sujets qui se posent sur ce double régime pour tous les gains qui sont acquis en contrepartie de fonctions de salariés. Et c'est notamment le cas pour tous les dirigeants qui obtiennent des stock options ou des actions gratuites, notamment dans des plans de LBO. Parce que naturellement, comme on peut le comprendre, dès lors que c'est dans un LBO, finalement, on va rémunérer le dirigeant pour ses services futurs dans la boîte. Et naturellement, c'est pas du tout passé auprès de nombreux le fait d'être imposé sur une quote-part à 5, enfin, en tout cas à plus de 59%, ce qui a donc conduit à une tolérance qui a été évoquée récemment par le ministre de l'économie français. C'est notamment une tolérance qui viserait à une suspension du régime en cas de réinvestissement du gain. Là encore, bon, il a été évoqué. Les seules sources que l'on a pour le moment, c'est des articles des Échos. Donc, autant vous dire que, en qualité d'avocat, on va pas non plus continuer à s'appliquer dessus. On va attendre justement les commentaires de l'administration et peut-être une évolution de la loi. Mais en tout cas, effectivement, il semblerait que le ministre et en tout cas que l'administration fiscale ait connaissance de la surimposition de ces gains et qu'il soit anticipé finalement un régime peut-être suspensif ou peut-être d'autres avantages. Il y a toujours des règles, bon, certes, qui concernent euh, la doctrine administrative afférente aux salariés migrants. Il faut savoir que c'est ce qu'on appelle le BOFIP qui a été publié en 2014 par l'administration fiscale et qui n'a toujours pas été mis à jour. Dans cette doctrine administrative, le gain de cession réalisé par les salariés migrants, à savoir donc les personnes qui ont quitté les États-Unis pour arriver en France, ce gain de cession est considéré comme une plus-value mobilière. Donc, il y a un vrai sujet parce qu'il faut savoir que cette doctrine administrative est censée être opposable à l'administration. Donc là encore, il va falloir comprendre dans quelle mesure on pourra peut-être utiliser cette doctrine pour s'extraire du régime des traitements et salaires. Et finalement, c'est ce que va peut-être vous expliquer Jean-Philippe, mais il y aura un vrai sujet si on vient qualifier de salaire un gain, dans la mesure où un salaire qui aurait été afférent à une période de référence américaine ne serait pas, au regard des règles qu'on a évoquées précédemment, imposable en France. Donc finalement, pour des salariés migrants, du côté français en tout cas, on a du mal à comprendre l'imposition en traitement et salaire de gains dès lors qu'une période de référence est située aux États-Unis. Ouais, effectivement, je me permets de rebondir là-dessus avant d'oublier. Euh, ce qu'explique Briac, c'est qu'on pourrait, euh, dans le pire des cas, se retrouver avec une double imposition, ce qui serait finalement assez catastrophique, puisqu'on paierait les impôts aux États-Unis sur, comme on l'a expliqué, la valeur des actions à date d'exercice comme du salaire, et puis on se retrouverait à nouveau à en payer en France sur à nouveau un salaire, alors que c'est un revenu de source américaine, ce qui est un peu absurde. Donc, on ne pourrait pas aux États-Unis demander un crédit d'impôt équivalent à des impôts payés en France, puisque l'imposition est de source, enfin, se fait sur des revenus de source américaine. Donc les États-Unis nous diraient, bah, écoutez, non, en fait, vous devez payer aux États-Unis, c'est une chose, et vous n'avez normalement pas à payer en France. Donc l'IRS ne nous donnerait pas de crédit d'impôt. À voir maintenant comment les choses vont évoluer. Et donc, si on part justement sur la partie américaine des choses,
En tout cas, merci Briac, hein. Tu nous as montré qu'en France, les choses sont bien compliquées. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple. Vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de lignes sur sur mon, sur mon slide. Euh, donc, si on part sur les, donc, je rappelle toujours cette chronologie parce qu'elle est quand même très importante dans la vie des actions. On a le grant, le vesting, l'exercice et la vente. Là, nous sommes sur la partie vente. C'est la partie vente qu'a abordé Briac. Et pour la partie française, donc assez complexe, un peu instable. Côté américain, nous avons une certaine stabilité. Si nous partons sur des NSO ou des RSU, donc des stocks assez classiques, à la vente, on va se retrouver imposé sur le prix de vente moins la valeur de marché de l'action à date d'exercice. D'accord? Et là, on va se retrouver imposé au taux des capital gains. Donc, je ne parle que du fédéral, entre 15 et 20 plus une surtaxe, la net investment tax, qui va être de 3,8 Si vous êtes résident fiscaux français, que vous êtes US person, donc green card ou US citizen, vous payez vos impôts en France en priorité sur vos plus-values. Côté américain, on va quand même déclarer ces plus-values-là et on va demander un crédit d'impôt équivalent aux impôts français payés. Comme vous l'aurez compris, les impôts français entre impôts et prélèvements sociaux vont être supérieurs aux taux américains. Cependant, attention, les États-Unis vont vous donner un crédit d'impôt pour les 15-20 dont je parlais tout à l'heure, mais la net investment tax de 3,8 elle, que vous allez commencer à payer si vous gagnez plus de 200 000 dollars, donc entre revenus ordinaires et plus-value, si vous êtes seul, et 250 000 si vous êtes marié et que vous filez jointly, elle, on ne peut pas l'annuler avec un crédit d'impôt pour impôt payé à l'étranger. Il y a en ce moment même, il y a eu un procès qui a été fait à l'IRS pour valider le fait qu'on devrait pouvoir appliquer un crédit d'impôt à ces 3,8 ça n'a pas été entériné. La personne qui a fait le procès a fait appel. C'est en cours, donc nous ne savons pas. Aujourd'hui, on n'a pas de crédit d'impôt pour les 3,8 si les montants sont importants, 3,8 ça peut représenter quand même une certaine somme. Si vous êtes, donc ça c'est pour les US personnes et donc citoyen américain et green card. Maintenant, si vous êtes non résident américain, c'est-à-dire que vous n'avez pas la nationalité, vous êtes parti des États-Unis, vous avez exercé vos options, vous les vendez quand vous êtes en France, eh bien aux États-Unis, il ne se passe rien. Vous payez vos impôts en France, aux États-Unis, il ne se passe rien. C'est ce qui est prévu par la convention fiscale entre la France et les États-Unis. Voilà, ça c'est pour les NSO et les RSU. Pour les ISO, à ce moment-là, rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, à l'exercice, il n'y a rien, potentiellement un calcul d'AMT, Alternative Minimum Tax. Tout va se passer au moment de la vente. Au moment de la vente, on aura une plus-value long terme. Si vous avez gardé les actions, donc il y a deux conditions, avoir vendu les actions 2 ans après le grant et 1 an après l'exercice, à ce moment-là, vous êtes taxé sur de la plus-value long terme, donc 15 ou 20% plus 3,8 si vous dépassez les seuils. Et si vous ne respectez pas ces conditions-là, à ce moment-là, vos ISO sont traités comme des actions ordinaires et vous êtes taxé sur un revenu ordinaire, donc à votre taux ordinaire qui va aujourd'hui monter jusqu'à 37%. Voilà ce qu'il en est pour les États-Unis. Donc on le voit, c'est plus simple. Et donc, quelles sont vos obligations déclaratives? Ça, je le dis à chaque webinaire, mais ça reste très important. Bon, je vais parler d'abord de tout ce qui est stock, mais après un peu du reste. Vous êtes US person, donc citoyen américain, américaine, green card, ou vous répondez aux conditions du Substantial Presence Test. Ça, il ne faut pas le négliger. Le Substantial Presence Test, que prévoit-il? Que si vous passez 183 jours par an aux États-Unis et 31 jours dans l'année N aux États-Unis sur une période de 3 ans, avec un jour de l'année N égale un jour N-1 égale un tiers de jour, un jour N-2 égale un sixième de jour. Si on fait la somme de tout ça, que vous êtes au-delà des 183 jours, à ce moment-là, vous êtes considéré comme résident fiscal américain, sauf si vous pouvez démontrer le contraire. Et il y a un formulaire spécifique à remplir.
Là, vous allez déclarer non seulement vos revenus, évidemment, d'exercice des actions, si vous les exercez depuis la France, avec le jeu des crédits d'impôt, comme on l'a expliqué tout à l'heure, vous déclarez la vente, mais vous déclarez aussi l'ensemble de vos revenus mondiaux. Vous aurez des jeux de crédit d'impôt en fonction du pays qui aura la priorité de taxation, soit la France, soit les États-Unis, ou encore d'autres pays, si vous avez des revenus de sources étrangères. On n'oublie surtout pas de déclarer les actifs financiers étrangers que vous détenez via le FBAR si l'ensemble de vos comptes bancaires. Donc, quand je dis compte bancaire, il faut l'entendre au sens large. Ça comprend les assurances vie, les PEA, les PE, les comptes titres, les comptes courants, les LDD, les livrets A, tout ce que vous pouvez imaginer. Si l'ensemble de ces comptes-là dépasse 10 000 dollars à n'importe quel moment de l'année, et ça n'est pas 10 000 dollars par compte, c'est l'ensemble à n'importe quel moment de l'année, alors on déclare l'ensemble de ses actifs. On a une autre obligation qui est le 8938 qui reprend exactement les mêmes actifs, mais auxquels on va ajouter aussi par exemple les actions de sociétés étrangères. Donc, si vous avez des stocks françaises, eh bien, vous allez les reporter sur votre 8938. Il ne faut pas oublier, les seuils sont plus élevés que le FBAR. Le FBAR est une déclaration personnelle. Le 8938 est une déclaration, si vous filez jointly, c'est une déclaration pour le couple. Si vous filez seul, évidemment, c'est seul. Là, les seuils sont plus élevés puisqu'on parle, quand on est résident fisco-américain, 75, pour une personne seule, 75 000 dollars à n'importe quel moment de l'année ou 50 000 au 31 décembre. Ils sont doublés quand on est marié, 150 000 à n'importe quel moment de l'année ou 100 000 le 31 décembre. Ça, c'est si vous habitez aux États-Unis. Si vous habitez en France, les seuils sont encore doublés. Donc, on a un peu plus de marge pour le 89-38. Les pénalités sont lourdes, puisqu'on parle de 10 000 dollars par formulaire, si vous oubliez, sans limite de temps. Donc, si ça fait 20 ans que vous ne l'avez pas fait, bah, 10 fois 20, ça fait 200 000. Il y a les procédures de régularisation qui existent, évidemment, mais là, c'est un tout autre sujet qu'on aborde sur d'autres webinaires. Et pareil, on n'oublie pas, si vous avez plus de 10% du capital d'une société étrangère, je pense au SCI familial, SARL, toutes les sociétés qui pourraient exister en France, on a d'autres formulaires qui vont pouvoir être remplis. Donc ça, c'est pour les US personnes. Vous le savez, si aujourd'hui vous habitez aux États-Unis, déclaration qui peut être assez conséquente avec beaucoup d'obligations et des risques de pénalité assez importants. Maintenant, si vous êtes non résident américain, que se passe-t-il? On a plusieurs cas de figure. Vous exercez vos actions, donc on est sur la période à cheval, vous avez à cheval ou pas d'ailleurs, vous avez une période d'exercice de vesting qui était aux États-Unis, vous avez fait du travail aux États-Unis et vous exercez alors que vous êtes en France. Là, vous allez déposer une déclaration, votre employeur va vous émettre un W2, vous allez déposer une déclaration de non-résident et vous allez payer vos impôts aux États-Unis en tant que non-résident. Maintenant, on peut avoir des cas de figure où quand on est à cheval sur le vesting qui se fait en France et aux États-Unis, enfin aux États-Unis et en France, puisqu'on est dans ce sens-là, où l'employeur américain va en fait va émettre un W2 pour l'ensemble de votre salaire, incluant la partie française, et va faire la retenue à la source sur la totalité de ce qui vous est versé. Donc le salaire correspondant à la valeur des stocks à la date d'exercice. Qu'est-ce qu'il se passe? Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas payer en France, puisqu'il y a une période de vesting qui était en France. On va dire à l'IRS, on va déposer une déclaration de non-résident, et là, on va leur dire, bah, écoutez, cette période-là, je n'ai pas à payer d'impôts aux États-Unis dessus, puisqu'en fait, j'ai travaillé en France et je ne suis pas une US personne. Donc, remboursez-moi le trop perçu sur mon W2. Et ça, l'IRS le fait sans aucun problème. On peut avoir des questions, mais du moment qu'on a les justificatifs, c'est bon. La majorité des grosses entreprises, donc je pense à en fait tous les GAFAM, arrivent à donner des fichiers Excel assez complets qui ont un découpage entre parties américaines, parties françaises. Les structures de taille plus modeste auront plus de difficultés. Donc là, il y a un vrai travail à effectuer pour déterminer et documenter ce qui va être français de ce qui va être américain. Voilà. Alors, pour une fois, c'est moi qui vais pouvoir dire que c'est peut-être un peu plus simple côté français, parce qu'on n'a pas de déclaration déjà liée à la nationalité.
Donc finalement, nous, les obligations déclaratives, elles vont concerner donc les revenus de source française ou les résidents fiscaux français. Effectivement, après, il y aura tout un certain nombre de formulaires à déposer selon la nature des revenus, selon que l'on souhaite déclarer du patrimoine ou autre chose. Ce qu'il faut bien comprendre, donc, c'est exactement comme pour les États-Unis. Dès lors qu'un gain d'acquisition est afférent à une période de travail en France, il sera considéré comme de source française, donc imposable en France. Dans ces conditions-là, peu importe finalement le lieu de résidence de la personne, qu'elle soit en France ou à l'étranger, si la personne est repartie, dans ce cas-là, effectivement, le gain sera imposé en traitement et salaire en France. S'agissant des gains de cession, là encore, étant donné qu'ils sont de source française, dès lors qu'on est résident de France, il faudra les déclarer en France. Ce qui est important à savoir, c'est que dès lors qu'on est résident fiscaux français, finalement, c'est une imposition mondiale qui sera appliquée. C'est bien donc tous les revenus mondiaux que perçoit une personne qui devront être déclarés chaque année au titre de l'impôt sur le revenu. Donc, ces déclarations, elles sont faites au cours du mois de mai. Donc, on va naturellement rentrer dedans d'ici les prochains jours. Ce qui est assez complexe, c'est qu'il y a souvent donc, des doubles impositions. Donc, encore une fois, on vient toujours analyser la nature du flux pour s'assurer de l'État compétent pour imposer les revenus. Euh, les États-Unis et la France ont des systèmes bien différents et on se retrouve souvent, notamment avec Jean-Philippe, avec des clients qui ont des revenus très particuliers aux États-Unis, mais qui sont rentrés en France, de sorte que il y aura une analyse qui sera pertinente et qui sera importante à faire pour éviter des doubles impositions qui peuvent conduire à des impositions complètement excessives. Et les autres points qui sont importants, mais qui sont plus généraux, il y a donc cette déclaration à l'impôt sur la fortune immobilière dès lors qu'on a un patrimoine immobilier qui est supérieur à 1,3 million, sauf pour les personnes impatriées pour lesquelles il ne faudra tenir compte que des biens français. Pour les autres personnes qui ne sont pas impatriées au sens du régime de l'impatriation, on parlera bien des biens immobiliers mondiaux. Il y a également une obligation de report concernant les comptes à l'étranger, c'est ce fameux formulaire 3916. Là encore, c'est souvent oublié, mais dès lors que vos stock options ou RSU ont été acquis aux États-Unis et qui sont situés sur des comptes aux États-Unis, on parle bien de compte bancaire qui est situé à l'étranger. Alors effectivement, la notion de compte bancaire, il faut l'entendre au sens large, comme aux États-Unis. Ça tiendra compte des comptes titres, des assurances vie ou de tout autre compte qui pourrait relever de la nature de ce formulaire. Et donc, là encore, il faudra bien déposer finalement ce formulaire avec toutes les références qui sont tenues au compte. Ce qui est important, c'est de garder les dates, notamment d'ouverture, parce qu'il y a un très grand nombre d'informations qui sont à renseigner, que ce soit donc la date d'ouverture, l'établissement dans lequel il est situé, la personne qui est bénéficiaire, la nature du compte, le numéro de compte. Donc, c'est important de garder des documents lorsque vous rentrez en France concernant ces comptes, parce que si vous les avez pas fermés et que la France s'aperçoit que vous disposez de comptes à l'étranger, des amendes sont prévues. Elles sont de 1 500 euros par compte par année, donc ça peut très vite chiffrer dès lors que vous avez plusieurs comptes. Et l'administration est en ce moment très peu clémente à lâcher ces amendes, même en cas de régularisation spontanée de la part du contribuable. Ça nous amène également au trust. Alors, c'est assez peu fréquent finalement pour des personnes qui rentrent en France parce que euh, c'est très rarement conseillé, mais c'est toujours important de le préciser dès lors qu'il y a un trust qui a été constitué, que vous soyez constituant, que vous soyez trustee ou que vous soyez bénéficiaire. Finalement, dès lors qu'il y a un lien avec la France, même au niveau des actifs, il faudra reporter ce trust en France également chaque année et le mois qui suit le fait, enfin l'événement concernant ce trust. Là encore, c'est très rarement appliqué, enfin c'est très rarement su. On se retrouve chaque année avec de nombreux clients qui malheureusement n'ont pas été au courant qu'il fallait à leur retour de France déclarer dès le mois qui suivait leur retour l'existence de ce trust. Les amendes, elles sont là encore très importantes parce qu'on parle de 20 000 euros par déclaration. Et là encore, la clémence d'administration n'existe pas, on peut le dire. Il existe en ce moment des décisions
qui vise des personnes qui n'ont pas forcément déclaré et qui ont souhaité faire des régularisations spontanées de ces trusts. Et naturellement, ça n'a pas fonctionné, les amendes ont été appliquées. Et quand vous voyez finalement ces enjeux-là, ça peut vite chiffrer. Quand on demande 60 ou 80 000 euros à un contribuable pour une absence déclarative, en général, ça pose problème. Donc, le vrai point d'attention, c'est avant même de rentrer en France ou dès lors qu'on est concerné par une situation française, c'est important d'être au courant des obligations déclaratives. C'est important, si c'est nécessaire, de se faire suivre et au moins de s'assurer du bon respect de toutes ces obligations. Ce qui va nous amener finalement à la dernière slide qui concerne les derniers points d'attention que l'on peut énumérer concernant ce webinaire. Les premiers concernent Jean-Philippe, donc je te redonne la main. Merci. Donc oui, nous abordons ici quelques petits points d'attention. Il faut savoir que aux États-Unis, si jamais vous souhaitez donner les titres que vous avez reçus après les avoir exercés, il n'y a pas ce qui s'appelle lors de donation, il n'y a pas de step-up in basis. Pour que vous compreniez bien, en France, quand vous donnez un élément de votre patrimoine à quelqu'un, Briac, tu me corriges hein, si je me trompe, mais vous donnez un élément de votre patrimoine à quelqu'un, cet élément de patrimoine rentre dans le patrimoine du donataire à la valeur de marché à sa valeur de marché à date de donation. Aux États-Unis, quand on a une donation, non. Il rentre dans le patrimoine du donataire à la valeur de marché de l'actif à la date à laquelle il est entré dans le patrimoine du donateur. Donc, si vous avez exercé des actions, par exemple Nvidia, il y a 10 ans, qu'aujourd'hui vous les donnez à votre enfant en vous disant je vais profiter vous êtes américain, américaine ou green card vivant aux États-Unis, je vais profiter de l'exemption de 14 millions de dollars. Comme ça, en gros, il pourra les vendre et il ne paiera pas d'impôt sur la plus-value. Eh bien, non, ça ne fonctionnera pas. Vous allez donner les titres Nvidia pour la valeur d'il y a 10 ans et pas à aujourd'hui. Et donc, la personne qui va recevoir ces titres-là, lorsqu'elle va les vendre, va payer l'impôt sur la plus-value complète. Voilà, donc on n'aura pas annulation de la plus-value. Ça, c'est important à savoir. Il en va de même, souvent dans les structurations patrimoniales françaises, on va faire des donations de parts de SCI, de nue propriété, d'éléments comme ça. Sachez que c'est exactement la même chose. Si vous êtes française, français en France, aucun lien avec les US sauf un enfant qui va être aux États-Unis, résident fiscal américain, vous donnez une part, on va prendre un exemple simple, un appartement qui va être situé en France à votre enfant eh bien, côté américain, il rentre dans son patrimoine à la valeur, à la date à laquelle vous l'avez acquis. D'accord? Donc, s'il vend le bien par la suite, côté français, il est possible qu'il y ait peu ou très peu de plus-value et d'impôts du coup afférents, mais côté américain, comme il devra tout déclarer, on aura une plus-value qui sera beaucoup plus importante. Donc, on passe assez vite parce que le temps court et on va garder des questions-réponses. Pour les successions américaines, bon, je vais axer simplement sur un point. J'ai parlé de l'exemption de 14 millions de dollars. Elle est valable lorsque vous êtes US citizen et ça ne concerne que les États-Unis. Évidemment, en France, on a des droits et des règles successorales qui sont particulières et propres à la France. Il y a une convention fiscale relative aux successions entre les deux pays. Vous êtes américain, américaine, donc je reprends, vous êtes américain, américaine, vous avez droit à une exemption de 14 millions de dollars sur le patrimoine que vous allez transmettre. Si vous êtes green card habitant aux États-Unis, cette exemption existe toujours. Si vous êtes green card habitant en France, elle saute. Vous êtes considéré comme non résident, donc tous les autres cas de figure. Et l'exemption n'est plus que de 60 millions de dollars. Si vous donnez des titres américains aussi à votre décès, nous avons des titres américains qui sont hébergés, par exemple, sur un compte e-trade, comme ça va être le cas pour les stock options, e-trade ou computer share. Eh bien, à ce moment-là, vos héritiers ne vont avoir un abattement que de 60 000 dollars et vous aurez des droits à payer qui vont monter jusqu'à 40% de la valeur qui va être transmise. D'accord? Et je vous passe les complexités administratives. Donc, si vous avez ce souhait en tête,
il y a des façons de structurer les choses qui vont permettre d'amoindrir la charge fiscale américaine, mais évidemment, il faut le faire en amont et plus une fois que vous n'êtes plus là. Et là où il y a un petit point également qui est important, c'est que si vous finalement vous attendez le retour en France pour faire des opérations, il y aura dans ce cas-là également des droits qui seront dus en France. Alors, il y a une convention spécifique en matière de succession et de donation entre la France et les États-Unis, de sorte que, en pratique, il ne devrait pas y avoir de double imposition. Maintenant, il faut faire très attention avec ces conventions et éviter également les doubles non-impositions. Donc, voilà, effectivement, tous les projets de donation, transmission, succession, ça s'anticipe. On le dit jamais assez et on s'y prend soit avant le départ quand ça concerne les États-Unis et sinon quand ça concerne la France assez jeune pour pouvoir anticiper les droits de succession qui sont très importants en France étant donné que l'abattement n'est que de 100 000 euros de notre côté. Ça nous amène à un dernier point d'attention, cette fois-ci qui concerne la France, qui devrait concerner assez peu de personnes, mais qui est important à souligner, c'est l'hypothèse d'une personne qui était aux États-Unis, qui rentre en France et qui, pour une raison X ou Y, décide de repartir de France. Donc, en France, il existe ce qu'on appelle l'exit tax. C'est un impôt globalement qui taxe le départ de France. C'est un impôt qui concerne les personnes qui ont un portefeuille de valeur mobilière supérieur à 800 000 euros au jour du départ. C'est très important de le dire, c'est bien 800 000 euros, donc c'est bien au jour du départ, c'est pas avant, après. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les plus-values, normalement, sont cristallisées, elles sont même imposées. C'est le principe. Alors, quand vous partez dans des pays qui ont conclu des conventions avec la France, et même dans certains autres pays, vous pouvez soit bénéficier du sursis de manière automatique, soit en demander. Dans ce cas-là, la plus-value ne sera pas imposée. Elle sera certes calculée, déclarée à l'administration fiscale. Il y aura un suivi qui devra être fait chaque année dans les déclarations annuelles à l'impôt sur le revenu, et ce, même si vous n'avez aucune autre obligation déclarative en France. Donc, il faudra bien assurer ce suivi-là. Le manquement à ce suivi peut déclencher l'imposition immédiate des plus-values. Et ce sursis sera d'une durée de 2 ans ou 5 ans selon la valeur du portefeuille. Le seuil, il est autour des 2,5 millions. Et une fois que ce délai de 2 ou 5 ans sera passé, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez résidé plus de 2 ans ou de 5 ans à l'étranger, les plus-values seront dégrévées et donc la France n'aura plus la capacité à imposer ces plus-values. Voilà, merci pour tout. Nous avons Voilà, petit slide de questions-réponses pour prendre toutes vos questions. Il nous reste assez peu de temps pour les questions. Euh, mais j'ai l'impression que la présentation était limpide pour tout le monde, puisqu'on a très peu de questions. Alors, si vous avez des questions, on a 2 3 minutes maximum, donc posez-les maintenant. Sinon, si vous êtes trop timide ou que vous avez un cas particulier, je vous invite à scanner ce QR code qui fonctionne. Voilà, donc vous pouvez prendre rendez-vous à partir du 9 mai. On a la chance d'avoir aujourd'hui accès à la fois à Jean-Philippe et à Briac. Et donc vous les aurez tous les deux en rendez-vous. Vous aurez des réponses à vos questions des deux côtés de l'Atlantique. Après, je comprends aussi qu'il n'y ait pas beaucoup de questions parce que souvent les sujets de stock option, on va parler du nom de la société, du type de plan qui va être qui a été mis en place par la structure, donc c'est difficile d'en parler en public. Donc, comme l'a dit Romain, n'hésitez pas à prendre rendez-vous ou à nous écrire sur nos boîtes mail. Ok. Alors, ça y est, on a 3 questions. On n'aura pas beaucoup plus le temps d'en prendre plus que ça, donc on va faire les trois. La première, c'est est-ce qu'une copie de cette magnifique présentation sera distribuée après l'événement? Alors, tout ça, c'est enregistré, donc vous en faites pas. C'est disponible sur French Morning, sur nos comptes YouTube, Facebook, LinkedIn. Et vous recevez l'enregistrement demain. euh, Dans exactement 24 heures, vous recevez un lien vers l'enregistrement. Et vous aurez aussi le lien pour prendre rendez-vous si jamais vous n'arrivez pas à prendre rendez-vous maintenant. Pour ceux qui nous regardent en replay, le lien du rendez-vous, il est dans la bio
quel que soit le réseau social sur lequel vous nous écoutez. Donc, ça devrait être bon. Et si jamais vous y arrivez toujours pas, vous m'envoyez un mail et je vous l'envoie. Euh, Christelle qui nous dit, pour les stocks acquis en France et exercés aux USA, quelle est la fiscalité? Et, Alors, je peux alors, peut-être. tu veux parler de la partie française et puis j'enchaînerai Ouais, sur la peut-être. partie US? À mon avis, alors effectivement, c'est un cas qu'on n'a pas abordé parce que le webinaire était plus destiné sur un retour de France, mais finalement, c'est un effet miroir de ce qui a été présenté. Globalement, si vous avez acquis des stocks en France et que vous avez travaillé en France, dès lors, toute la quote-part du gain d'acquisition qui est afférente au temps de travail passé, donc c'est un ratio du nombre de jours passés en France et donc travailler en France et travailler à l'étranger. Finalement, ce gain sera imposé en France en traitement et salaire selon la nature du gain et du plan. Et côté américain, bah, finalement, on va déclarer cette acquisition et puis on va demander un crédit d'impôt équivalent aux impôts français. Voilà. Et on n'oubliera pas, encore une fois, si ce sont des stocks françaises, d'inclure la valeur de ces actions dans votre 89,38. Parfait. On a un auditeur anonyme qui nous demande que conseillez-vous quand on a un Revocable Living Trust aux US avant de retourner en France? Alors, si je peux me permettre, côté américain, bon, ça n'aura pas d'incidence, puis il faut aussi quand même connaître votre situation vis-à-vis de l'immigration américaine. Êtes-vous américain? Êtes-vous green card? Êtes-vous sous visa? Une chose qui est intéressante, c'est que fiscalement, un trust révocable n'existe pas, en fait. Il va être activé à votre décès, c'est une espèce de testament, donc on peut le révoquer à tout moment sans aucune incidence. Maintenant, Briac, je te laisse la parole pour la partie française. Côté français, ce qui est sûr, c'est que dès lors que vous prévoyez de retourner en France, il faudra procéder à toutes les déclarations nécessaires parce que c'était le sujet qui était évoqué dans les dernières slides. Ça renvoie aux amendes qui peuvent être encourues. Maintenant, effectivement, d'un point de vue patrimonial, alors ça nécessite une analyse plus fournie finalement de votre situation, à voir si la raison pour laquelle vous avez constitué ce trust garde l'utilité une fois rentré en France. C'est pas toujours le cas, donc effectivement, dans ce cas-là, il y a une double analyse US-France qui peut être utile et qui permettra de réorienter finalement soit le patrimoine, soit les actifs mis en trust. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. Euh, je pense qu'on a fait le tour. Euh, vous voyez donc à nouveau le lien. Si vous avez besoin de prendre rendez-vous, c'est maintenant. Sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur French Morning pour un prochain webinaire. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps d'expliquer en détail le fonctionnement des RSU et des stock options. Et j'espère qu'on pourra vous retrouver sur d'autres sujets de fiscalité transatlantique. Merci à tous Avec et je vous plaisir. souhaite une très bonne journée, soirée Merci, où que à vous soyez. Au bientôt. revoir, merci. Merci, au revoir.